Comores depuis 1945 jusqu'à nos jours. Donc, je vous dis bonsoir, Monsieur Ngouma. Merci de votre présence. Nous attendons impatiemment Madame Yamb. Chers amis des Comores, bonsoir. Dans mon propos ce soir, je me contenterai de vous donner une description succincte, parce que je n'ai que 30 minutes apparemment, un peu plus, succincte de la société comorienne, en soulignant ses aspects culturels, historiques et surtout politiques, afin de pouvoir comprendre et apporter des pistes d'amélioration de ce que nous vivons depuis 45 ans d'indépendance. Les Comores, comme vous le savez, est un archipel volcanique de 4 îles, Moali, Maore, Nzouani et Ngazija, et comme capitale actuelle, Moroni. Elle se situe donc au nord du canal de Mozambique, au nord-est de Madagascar et à 400 km des côtes africaines. Les Comores forment une société matriarcale, et mieux même matrilinéaire, dans la transmission des biens du moins. Les Comores comptent une population de 800 000 habitants sur un territoire d'à peu près 2240 km². Institutionnellement, les Comores forment un État fédéral, plus ou moins respecté selon le régime en place, l'islam étant la religion majoritaire de l'archipel. La monnaie est le franc comorien, un franc d'aliénation rattaché à l'euro. Le système éducatif et judiciaire, ainsi qu'administratif, utilise la langue arabe et le français. La plus grande partie de la population est rurale et vit de culture vivrière et de la pêche. Les îles exportent essentiellement de la vanille et de l'ilang-ilang. On retrouve dans les traditions et les coutumes comoriennes des influences arabes, africaines, indiennes, aussi bien dans la nourriture, les danses, la musique, ainsi que les vêtements. La diaspora comorienne compte près de 400 000 personnes dans le monde, essentiellement en France. C'est l'une des diasporas les plus actives dans le monde quant à la contribution de la vie économique de leur pays. Quelques chiffres. Le PIB comorien, c'est 650 millions de dollars. La diaspora y contribue à hauteur de 25%, soit 160 millions de dollars par an. Le budget national, c'est un autre chiffre qu'il faut garder en tête, c'est 142 millions de dollars dans les meilleures années. L'histoire, donc, on va passer au sujet essentiel de ce propos. L'histoire politique des Comores est étroitement liée aux différents processus électoraux mouvementés. Les Comores découvrent le suffrage universel en 1945, avec l'élection d'un député à la constituante de la 4e République en la personne du Dr Seyd Mohamed Cheikh. Le député est élu par un collège restreint, composé de notables, de commerçants et d'employés dans l'administration française. À l'époque, c'était une candidature donc, locale contre une candidature métropolitaine qui s'était donc présentée, mais qui s'est retirée la veille même du scrutin. Le deuxième exercice du suffrage universel aux Comores s'est déroulé une année plus tard, en 1946. Le même député est réélu et reconduit en 1946 comme député de la 3e circonscription de Madagascar. Les Comores, jusqu'en 1947, même 48,
étaient rattachés à Madagascar. On parlait de Comores et dépendance. Donc c'était un mandat de 5 ans, et donc élu par le même collège. Dès son arrivée au Palais Bourbon, c'est un député de gauche qui retrouve des élus africains tels que Houphouët-Boigny, Senghor du Sénégal, le Tchadien Fili Dabo Sissoko, le Béninois Soromingan Apiti ou le Camerounais Douala Mangabel. Ahmed Sékou Touré de la Guinée-Conakry, ou le malgache, le fameux docteur Ressampa qui a subi des exactions de la colonisation jusqu'à être exilé sur l'île de Moélie pendant l'insurrection malgache. Tous ces élus siègent à gauche. Ils siègent à l'UDCR, l'Union démocratique socialiste de la résistance, à la SFIO, qui est la section française de l'Internationale ouvrière, ou le mouvement uni de la résistance qui était d'obédience communiste. Les premiers combats menés par l'ensemble de ces parlementaires sont l'abolition des travaux forcés et du système de l'indigénat dans les colonies, ainsi que la restitution des terres aux paysans confisqués par les sociétés coloniales. À titre d'exemple, aux Comores, 21 000 hectares ont été restitués aux paysans. 21 000 hectares, ce qui est l'équivalent d'à peu près 21 000 terrains de foot. Une conscience donc panafricaine voit le jour en cette année 1946 par la création du RDA et avec l'ensemble des élus africains qui sont tous quasi de gauche. Donc les Comores ont participé, le député élu était membre du RDA. J'ai trouvé des éléments de participation au congrès du RDA, qui est le Rassemblement démocratique africain. D'où vient le RDA? En fait, la fin de la Seconde Guerre mondiale ouvre une nouvelle ère pour les populations des colonies françaises, qui regardent la France différemment depuis son occupation par l'armée allemande. De toute évidence, la France n'est pas invincible. Les Africains ont une image complètement différente au lendemain de la guerre, en se disant, bah tiens, ils se sont fait envahir par les Allemands, alors c'est une brèche pour une émancipation. On peut dire que donc, nos aînés avaient bien donc, poursuivi le combat, commencé bien avant eux, par d'autres, parce que le panafricanisme, comme l'a dit Madame la Présidente, ça ne date pas de 1946, ou ça ne date pas mais ça date du 19e siècle. Donc, on peut dire que nos aînés donc, ont poursuivi ce combat bien avant, commencé bien avant eux, par d'autres comme Édouard Wilmot Blyden ou le haïtien Athénor Firmin. Chez nous, nous pouvons citer des gens comme Massimo Mtsala et Amada Patiara qui ont, lors de la révolte de 1915 contre l'occupant aux Comores, ou bien même le grand religieux soufi El Marouf qui a préféré se soigner par des remèdes locaux et naturels en refusant le traitement d'une dysenterie par des médicaments apportés par l'occupant, par le colon. Ainsi, donc, on voit bien que c'est pas. Peut-être qu'on a l'impression que c'est un combat nouveau, mais on ne fait que poursuivre un chemin qui a déjà été tracé depuis le 19e siècle. Ainsi, les indépendances africaines commencent à s'exprimer. À partir de 1960, on voit bien toutes les colonies deviennent indépendantes.
Par contre, le Rassemblement démocratique africain, qui réunissait tous les parlementaires, les élus d'origine africaine, a vécu ces derniers jours, donc au lendemain des indépendances, torpillé par la France-Afrique et empoisonné par le franc CFA. Aujourd'hui, ce RDA, il ne reste que le reliquat qui est rattaché au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qu'on voit souvent, le PDCI RDA. Et ben, le fameux RDA, ça vient du Rassemblement démocratique africain. En 1960, les Comores, eux, ont opté pour un statut d'autonomie interne, avec une évolution vers l'indépendance. Au fond, l'élite de l'époque était sur la même longueur d'onde que l'ensemble de l'élite africaine. J'ai entendu un entretien du président Johar qui disait qu'ils parlaient, enfin, entre eux, d'indépendance des Comores en 1947. Ils parlaient déjà d'indépendance. Donc, donc eux, ils ont opté donc pour l'autonomie interne, qui pour eux était indispensable pour rattraper le grand retard qu'avait accusé l'archipel avec son statut de dépendance de Madagascar, qu'elle venait de quitter 10 ans plus tôt. Donc l'apprentissage de la démocratie s'intègre petit à petit dans les esprits, avec certes des irrégularités, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu des irrégularités dans les élections législatives de 1956 qui opposaient le prince Saïd Ibrahim au député sortant Saïd Mohamed Cheikh. 1000 voix séparaient les deux élus, les deux candidats. Donc le prince Saïd Ibrahim est allé jusqu'à déposer plainte au Conseil constitutionnel en France pour invalider les élections. Donc les soucis que nous avons aujourd'hui d'irrégularité ne datent pas d'aujourd'hui. C'est une gangrène qui nous... C'est une gangrène... Oui, marche pas. C'est une gangrène donc qui nous poursuit depuis les années 50. De 61 à 70, les élections se déroulent sans trop de remous, avec un partage équilibré des sièges entre les verts et les blancs des partis dominants de l'époque. Pendant 10 ans, on voit bien que le président Cheikh occupe le conseil du gouvernement, pendant que le prince Saïd Ibrahim occupe la Chambre des députés. C'est en ce temps-là qu'on voit émerger des partis politiques indépendantistes comme le Molinaco, le PASOKO ou bien l'Association des étudiants comoriens en France. Le 6 juillet 1975, proclamation unilatérale de l'indépendance par Ahmed Abdallah, après un référendum d'autodétermination organisé en décembre 1974 avec une majorité écrasante des 4 îles pour l'indépendance. Je ne reviendrai pas sur le détail de Mayotte. Il y a M. Wadand qui est là, s'il veut en parler, il nous en parlera. Le 3 août 1975, le premier coup d'État qui renverse le président Ahmed Abdallah Abderrahmane. Un régime révolutionnaire se met en place à partir de janvier 1976 avec une nouvelle conception des institutions complètement différentes de ce que les Comores ont connu jusque-là. Les îles sont organisées en wilayas, c'est-à-dire des gouvernorats. Les wilayas sont organisés en bavous, donc des sous-gouvernorats, et les bavous en moudiria, donc des districts. La loi fondamentale votée
le 23 avril 1977, proclame une république démocratique, laïque et sociale, qui repose sur un pouvoir populaire inspiré par la philosophie marxiste-léniniste. Une élection présidentielle fut organisée après l'adoption de cette loi fondamentale, une élection assez particulière, avec Ali Soali comme candidat, mais contre son fantôme. En fait, il n'y avait pas d'un deuxième candidat, mais à l'époque, on parlait de Ali Soali Nebadala. Donc, il a été élu, non pas à 99%, mais à un peu plus que 55%. Donc, je pense que l'élection a été validée. Peut-être pas par Diaza, mais ça a été validé. Donc, durant cette période révolutionnaire, les Comores n'ont plus de relations diplomatiques directes avec la France. Pas d'ambassade des Comores à Paris et pas d'ambassade de France à Moroni. Je pense que les Comoriens doivent se intégrer que dans leur manière de penser que les Comores ont vécu 2 ans et demi, pratiquement 3 ans, sans ambassadeur de France à Moroni, pour un petit pays qui avait à l'époque que 400 000 habitants. Donc la dignité d'un pays ne repose pas sur les richesses, mais sur comment dirais-je, le fait que les convictions. Les convictions sont assez importantes là-dedans pour qu'il faut y croire. Il faut y croire. Aujourd'hui, on demanderait à l'ambassadeur de France de plier bagage aux Comores. Moi, je pense qu'il y en a plus d'un qui tremblerait. Or, ça a été fait le lendemain de l'indépendance. Il y a eu rupture des relations diplomatiques. Les intérêts comoriens en Europe étaient assurés par l'ambassadeur du Sénégal. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que nous avons eu une dignité que nous avons perdue. Et on aurait pu continuer ainsi. Donc, le 13 mai 1978, c'est le retour d'Ahmed Abdallah par un coup d'État dirigé par Bob Denard et la France-Afrique et l'instauration du parti unique sur le modèle qui prévalait dans toute l'Afrique. Durant l'élection présidentielle de septembre 1978 et de septembre 1984, il est le seul et unique candidat. Les législatives sont des mascarades électorales, avec néanmoins de temps en temps un seul candidat de l'opposition qui passe, comme dans notre région de Mitsameouli, où pendant la période d'Ahmed Abdallah, il y eut un seul député élu jusqu'en 1987, représentant l'opposition. En 1987 également, dans la circonscription d'Itsandra, il y eut également l'élection de M. Ali Bazi Selim. Si vous voulez comprendre la situation actuelle des Comores, il faut revisiter cette période sombre des Comores qu'a connue Ahmed Abdallah, qu'a connu les Comores sous Ahmed Abdallah et Bob Denard. Vous pouvez vous dire que c'est exactement le même schéma qui est reproduit. Le même schéma, mais nos mercenaires aujourd'hui ne sont pas des mercenaires européens. Ce sont nos concitoyens qui ont cette même attitude que Bob Denard. En novembre 1989, Ahmed Abdallah est assassiné par Bob Denard, ce qui coïncide avec la chute du mur de Berlin. Un vent de démocratie souffle sur toute l'Afrique et les Comores n'en sont pas épargnés. Des élections de février 1990
les Comores renouent avec le multipartisme du temps de la colonisation, du temps de la période coloniale. La démocratie s'installe progressivement, puis interrompue par le coup d'État de 1995 du même Bob Denard et de la France-Afrique. En 1996, c'est une année faste pour la démocratie comorienne. Pour la première fois de son histoire, post-indépendance, les Comores portent à la magistrature suprême Mohamed Taki Abdul Karim, avec une élection qui a été reconnue par l'ensemble de l'opposition et qui n'a pas été contestée. D'ailleurs, je fais une petite digression pour la présidente qui nous a parlé de Mabeja. Je tiens à rappeler que qui sont donc Mabeja étant les remparts de la pardon, les remparts de la nation. Le président Taki, quand il est arrivé au pouvoir, a demandé que l'on instaure yani serikali, gouvernement ya Ubeja Iya. Et ça, quand on réfléchit, voilà, il cherchait des gens qui étaient capables de défendre la nation, parce que lui-même, politicien chevronné, il connaissait la situation et la dangerosité dans laquelle il était. Donc, le 3 août 1997, la crise séparatiste anjouanaise éclate, soutenue par, bien sûr, cette même France-Afrique. On voit à Moutsamoudou le drapeau français flotter. Et ce séparatisme aboutit au coup d'État d'avril 1999 par le fameux colonel que je ne citerai pas. Donc, le 17 février 2001, c'est le fameux accord de Fomboni, approuvé par référendum, qui consacre donc la tournante de la présidence dans les îles. On rentre dans un régime, avec l'élection d'Azali, un régime autoritaire, avec des élections contestées et controversées. Seul candidat au second tour de cette élection. Les autres candidats s'étant retirés de cette mascarade. Il faut attendre 2006 pour renouer avec la démocratie à nouveau, avec l'élection du président Sambi, une élection qui a été confortable et sans contestation. 2011, l'élection de Kililou-Zouanine passe tout juste, avec des irrégularités qui ont été soulignées, mais l'aspect de la tournante de cette présidence a certainement joué pour l'apaisement. Tout le monde sait très bien que ça ne s'est pas passé comme il fallait, mais bon, c'est le tour de Moëdi, et Moëdi eux-mêmes n'ont pas vraiment contesté l'élection. Donc, on a laissé les choses passer. L'organisation du référendum en juillet 2018 et une nouvelle constitution a ouvert la porte à une instabilité politique sans précédent. On n'a jamais connu une situation pareille, avec une dictature naissante et aujourd'hui bien installée, avec des emprisonnements, des tortures, des assassinats et une justice expéditive. À l'heure où je vous parle, un ancien président de la République, un gouverneur démocratiquement élu, des hommes politiques sont retenus en prison ou en résidence surveillée dans des conditions qui dépassent l'entendement. Aujourd'hui, la diaspora comorienne, consciente de ses responsabilités et de son poids économique, a décidé de prendre part au destin du pays et souhaite inscrire ce combat dans la lutte de libération des peuples africains
pour un État de droit et une démocratie apaisée. Je terminerai mon propos parce que j'ai énormément lu sur le Rassemblement démocratique africain, mais authentique, pas celui qu'on a connu par après, qui, tout discours, notamment au congrès de Bamako, de 1946 et de 1957, se terminait par « Vive l'Afrique, vive l'Union des Africains, vive l'Union africaine des peuples démocratiques ». Je vous remercie.